Imagine que tu grimpes une montagne enneigée. La température est d'environ moins 20 degrés Fahrenheit et elle baisse de seconde en seconde. L'air ici haut est rare, donc l'oxygène est un luxe. Respirer est une lutte et le reflet brutal du soleil sur la neige blanche vous aveugle littéralement. Vos jambes vous font mal à cause de l'ascension que vous avez déjà endurée et votre esprit souffre à cause de celle qui vous attend encore. Chaque pas s'enfonce jusqu'aux genoux, rendant chaque mouvement plus difficile que le précédent. Atteindrez-vous le sommet ou vous effondrerez-vous dans le confort mortel de la neige? Oh, et souvenez-vous que vous avez payé des dizaines de milliers de dollars pour être ici, espérant gagner le prix de la conquête de la montagne. Cela a fait plus de morts que l'Everest. Voici l'ascension de l'une des montagnes les plus dangereuses du monde, le K2. On l'appelle la montagne sauvage et ce n'est pas sans raison. Tu as économisé pour du matériel cher pour venir ici, sans parler d'un guide expérimenté qui sait réellement comment t'emmener au sommet vivant et te ramener en bas. Pourtant, le coût t'importe peu maintenant car tu as déjà dépassé la zone de la mort et avances vers le point le plus dangereux de la randonnée. C'est le goulet d'étranglement où de nombreux décès sont survenus, dont certains alpinistes cités ici. Le goulet d'étranglement est à 8045 mètres d'altitude. Il reste donc environ 550 mètres à gravir pour atteindre le sommet à 8611 mètres. Qu'est-ce qui le rend si mortel? Viens le découvrir alors que nous gravissons la montagne sauvage. Si tu ne connais pas le K2, c'est le deuxième plus haut sommet du monde, dépassé seulement par le puissant Everest. Le K2 est en fait jugé plus mortel et difficile que son grand frère par les alpinistes. L'Everest compte en moyenne 6 morts et demi pour 100 ascensions réussies, tandis que le K2 en compte 14 pour 100. Cela est dû à une météo imprévisible, des chutes de pierres entières constantes et des passages d'escalade difficiles, sans oublier la fameuse zone d'étranglement. On estime que 700 personnes ont atteint le sommet, la montagne ayant coûté la vie à 96 alpinistes courageux. Dans des ascensions aussi difficiles, il existe une règle tacite. Quoi qu'il arrive, tu ne sauves que toi-même. Si tu regardes certains des sites web qui proposent des expéditions sur le K2, certains prix vont te laisser sans voix. Pour un forfait standard, tu dois compter environ 35 000 $, ce qui inclut les fournitures nécessaires comme la nourriture pour haute altitude, le carburant et les tentes. En plus, 3 bouteilles d'oxygène vital pour toi et 1 à 2 bouteilles pour le Sherpa qui t'aidera à transporter tout ton équipement jusqu'au sommet. Si tu as plus d'argent et veux maximiser tes chances d'atteindre le sommet, choisis des forfaits plus complets. Cela coûte plus de 50 000 $. Cela te rapportera 10 bouteilles d'oxygène et 2 Sherpas en plus de tout le reste. N'oublie pas, ces prix n'incluent pas l'équipement coûteux nécessaire pour le voyage. Il te faudra une combinaison thermique, des gants, traceur système de positionnement global crampon, lunettes de protection et quelques radios bidirectionnelles au cas où. Cela te coûtera entre 5 000 et 10 000 $ selon la qualité de l'équipement que tu choisis. Peu importe l'argent dépensé, ta survie n'est jamais garantie. Si tu meurs près du sommet, ton corps risque de rester piégé dans la glace pour toujours sans jamais redescendre pour des funérailles. Une opération de sauvetage ou pire, une récupération de corps, c'est bien trop risqué et entraîne souvent la mort de plusieurs autres personnes. Là-haut, dans la nature glaciale des montagnes, c'est vraiment la loi du plus fort qui règne. Et c'est exactement ce qui a été filmé dans le cas de Mohamed Hassan, un porteur qui s'est retrouvé coincé dans une situation horrible juste dans l'entonnoir. La partie la plus difficile du sommet du K2, sa mort, le 27 juillet 2023, a suscité la controverse dans le monde de l'alpinisme et a marqué un tournant dans la façon dont les gens gèrent ces situations. Mohamed était un porteur qui travaillait pour Lila Peak Expedition, une entreprise basée au Pakistan spécialisée dans les expéditions dans la chaîne du Karakoram où se trouve le K2. Pour répondre à la question précédente, pourquoi le goulot d'étranglement est-il si dangereux sur une montagne? Lorsque vous atteignez la barre des 26 000, vous entrez dans une zone appelée la zone de la mort. Au-dessus de ce point, l'air devient trop rare pour respirer et vos poumons doivent travailler davantage pour acheminer l'oxygène dans votre sang. Le mal aigu des montagnes commence à s'installer et si vous ne recevez pas l'oxygène dont vous avez besoin, vous vous effondrerez d'épuisement. Le goulet d'étranglement du K2 est à 26 400 pieds. À ce stade, votre corps s'acclimate encore à la partie la plus difficile de l'ascension. De plus, cette section comporte un ravin escarpé surmonté de glaciers suspendus.
Elle est exposée aux avalanches et chutes de glace, ce qui peut rendre une situation difficile mortelle. Ce jour-là, cela s'est avéré particulièrement mortel. Vers 2h30 du matin, une file d'alpinistes avançait péniblement dans l'entonnoir. Dans la dernière ligne droite, beaucoup tentent de se dépasser pour battre un record. S'ils n'atteignaient pas le sommet, ce jour-là, ils devraient en repartir chez eux. Comme les expéditions se terminaient à la fin du mois, Mohamed Hassan, travaillant pour Lila Peak Expeditions, était chargé d'installer des cordes fixes pour assurer la sécurité de tous ceux qui faisaient le voyage. La tragédie a frappé lorsqu'une avalanche a frappé le flanc de la montagne, ensevelissant de nombreux alpinistes sous une couverture de neige et provoquant la chute de Mohamed. Il avait aussi brisé son masque à oxygène en tombant justement là où l'oxygène est vital. Un alpiniste qui a été témoin de l'événement, Ali Pepper, a déclaré « Ils ont réussi à le remonter. Au début, il était vivant, mais n'a pas survécu. Ensuite, tout le monde a dû enjamber son corps pour continuer vers le sommet. Par respect pour cette situation horrible et pour honorer Muhammad, j'ai flouté son image. Mais dans la vidéo de l'événement, on voit Muhammad allongé sur le chemin, suppliant les alpinistes de l'aider. Incapable de bouger à cause des effets de l'hypothermie et du manque d'oxygène qui s'installe. Pourtant, personne ne s'est arrêté car de nombreux alpinistes étaient concentrés sur le fait de battre un record pour atteindre le sommet. D'après les images prises par drone, Muhammad bougeait encore pendant 3 heures, espérant que quelqu'un pourrait l'aider. L'aide qu'il attendait n'est jamais venue. Avant son accident, les Sherpas de l'équipe des cordes lui ont plusieurs fois conseillé de rebrousser chemin, car son équipement et ses vêtements n'étaient pas adaptés au froid. Mais il a refusé et suivi les autres alpinistes. Les Sherpas et porteurs risquent leur vie pour aider leurs riches clients à gravir le K2 ou l'Everest, mais leur rémunération reste insuffisante. Apparemment, Lila Peak Expedition a payé Muhammad 250 000 roupies pakistanaises, soit 896 $ pour qu'il s'équipe lui-même. Il est probable qu'il ait économisé tout cet argent pour sa famille au lieu d'acheter l'équipement nécessaire. Il a laissé derrière lui sa famille composée de 3 jeunes enfants. Plus de 50 alpinistes sont passés sans tenter de le secourir, alors qu'il était encore en vie et demandait de l'aide. Dans ces situations, il est presque impossible d'aider. Pourtant, si tu avais été là, qu'aurais-tu fait? Jan Fredrik Eriksson était un alpiniste et skieur extrême suédois, très expérimenté en escalade et alpinisme. Parfois, la connaissance ne suffit pas, se protéger de l'ombre des montagnes. Eriksson a grandi dans la ville d'Umeå, au nord de la Suède, mais il a passé beaucoup de temps dans les Alpes françaises, dans la ville de Chamonix. À l'été 2003, il a gravi et descendu à ski le pic Ismoil Samoni au Tadjikistan qui culmine à 24 590 pieds. L'année suivante, en 2004, il est devenu le premier Suédois à descendre à ski depuis le sommet central du Shishapangma, qui culmine à 26 335 pieds au Tibet. Descendre à ski, une montagne de 8000 mètres, demande des nerfs d'acier. Mais Eriksson voulait repousser les limites dans tout ce qu'il faisait et le ski était sa passion. En 2005, Eriksson et son ami norvégien Jørgen Hamet ont tenté de skier le légendaire pic Leila au Pakistan qui culmine à 19 912 pieds. Des conditions difficiles les ont forcés à rebrousser chemin à quelques centaines de pieds du sommet. Ils ont tout de même été les premiers à descendre cette montagne à ski. Plus tard cette même année, ils ont réussi à skier depuis le sommet du Gasherbrum 2 qui culmine à 26 362 pieds. C'était la deuxième descente à ski d'un 8000 mètres pour Eriksson. Il est retourné dans l'Himalaya en 2007 pour tenter son troisième 8000 mètres, le Dhaulagiri au Népal. La neige trop profonde et dangereuse l'a forcé à rebrousser chemin. Malgré tout, il a skié une descente vertigineuse de 278 mètres jusqu'au camp de base. Les skis d'Eriksson l'ont emmené autour du monde dans des endroits comme la Turquie, l'Islande, la Sicile et le Svalbard. Ces aventures ont été présentées dans des documentaires comme Skiing Everest et dans des films de ski tels que Free Radical 618 et Kong Winter 3. N'oubliez pas que pour descendre ces pentes folles à ski, Eriksson devait d'abord les gravir avec tout son équipement de ski. En 2009, un événement tragique a annoncé sa mort. Juste un an plus tard, Eriksson et son ami Michel Feit tentaient une première descente à ski extrêmement difficile du K2 par la voie Sesson. Après une nuit au camp, le duo a entamé leur descente extrême à ski de la montagne sauvage.
Tout se déroulait comme prévu lorsque, vers 21 000 pieds, les skis de Michel Fate ont glissé sur de la glace, puis heurté des rochers, la projetant par-dessus la paroi de la montagne. Ericsson a regardé son ami chuter du haut des 1000 mètres, ne laissant aucune chance de survie. Quoi qu'il en soit, Ericsson n'a jamais cessé de rêver à ce projet de descente. Après cet incident avec son ami et partenaire de ski, il ne pouvait simplement pas renoncer à son rêve de descendre le K2 à ski. Ignorait-il les signes de l'univers lui disant d'abandonner son rêve? Le matin du 6 août 2010, Golinda Kaltenbrunner a rejoint Ericsson et son partenaire Trey Cook, tous déterminés à atteindre le sommet et à devenir les premières à descendre à ski le tristement célèbre K2. Toute la semaine, les alpinistes avaient évité des rochers gros comme des ballons de bowling, dévalant la montagne à cause de la fonte des neiges. Arrivés au camp 4, les alpinistes dormaient casque sur la tête, mais Ericsson restait déterminé. Le groupe a quitté le camp 4 près de la marque des 26 246 pieds à 1h30 du matin. Une légère neige tombait, la visibilité était de 300 pieds, les vents forts et la température de moins 15 degrés Celsius. Heureusement, la météo devait s'améliorer au cours de la journée. Alors ils ont continué. Entre 6h30 et 7h du matin, sous le célèbre goulet d'étranglement, Cook a dû rebrousser chemin, ses mains se remettant encore des engelures subies lors de l'installation du camp 3 semaines auparavant. Ericsson et l'Autrichienne Kaltenbrunner ont poursuivi leur ascension à travers le goulet d'étranglement sans se décourager. Une fois arrivé au goulet d'étranglement, Ericsson a dû placer un piton, une cheville enfoncée dans la glace pour s'assurer un appui. Mais à ce moment précis, une autre pierre s'est détachée à cause de la fonte des neiges et a foncé droit sur lui. Et malheureusement, celle-ci était impossible à éviter. La pierre l'a frappé violemment, le projetant complètement hors de la montagne. En un instant terrifiant, il a chuté de 1000 mètres vers la mort sous les yeux horrifiés de Kalton Bruno. Elle n'a pas terminé l'ascension et a fait demi-tour immédiatement. Au camp de base, avec Ralph, les Kaltenbrunner n'ont pu que raconter ces instants tragiques. Haut sur le K2, Jan-Frédéric Ericsson ne pouvait pas abandonner son rêve. À tel point que lorsqu'il est tombé au début du goulot d'étranglement du K2, il avait encore ses skis attachés à son sac à dos. Tadeusz Piotrowski est un autre alpiniste qui a été témoin de la mort de 2 de ses compagnons de cordée, mais qui a tout de même continué malgré cela, jusqu'à ce qu'il connaisse un sort similaire. La voie responsable de sa mort est tellement dangereuse qu'une seule autre équipe a jamais tenté de la répéter. Son histoire a commencé dans les années 1960, lorsqu'un jeune Piotrowski a mis les pieds dans les montagnes Tatra en Pologne. Sa passion pour l'alpinisme s'est éveillée alors qu'il étudiait à l'université de technologie de Szczecin. Il ne se doutait pas alors que sa passion ferait de lui l'un des alpinistes les plus célèbres de Pologne. Reconnu mondialement comme spécialiste de l'alpinisme hivernal, il fut un pionnier souvent premier à tenter de nouvelles voies lors des ascensions. Parmi ces ascensions hivernales remarquables figurent le Trollriggin en Norvège, le Noshak en Afghanistan, le Tirikmir au Pakistan, le Rakaposhi au Pakistan, le Distagilsar au Pakistan et l'Api au Népal. Il a même atteint le sommet du K2 qui lui coûterait la vie à l'été 1986. Il est clair que Piotrowski était un professionnel chevronné. Mais la montagne sauvage ne se soucie pas de vos origines ni de la façon dont la vie vous a endurci. Sa première rencontre avec la mort a eu lieu en 1974. Piotrowski et son partenaire Stanislaw Litalo tentèrent d'atteindre le sommet de Lhotsa, la 4e plus haute montagne du monde. Basé au Népal, Stanislaw était cinéaste et caméraman. Le 17 décembre 1974, Stanislaw a accompagné l'expédition polono-himalayenne comprenant Piotrowski pour documenter l'événement. Il a rejoint l'expédition malgré son manque d'expérience en alpinisme. Ce manque d'expérience a probablement été la cause de son décès. Alors que l'équipe descendait du camp 3, Stanislaw a fait une chute mortelle dans une crevasse du glacier du Khumbu. Il n'avait que 29 ans. Son corps n'a pas pu être retrouvé, il a donc été à jamais immortalisé dans les profondeurs du mont Latsi. En 1983, Piotrowski rencontra à nouveau le destin en dirigeant l'ascension hivernale de l'Api dans l'Himalaya. Il était accompagné de son partenaire d'escalade Andrij Bjelloun. Le duo a atteint le sommet de la montagne, mais ils se sont séparés. Les détails exacts de sa disparition restent flous, mais il semble qu'Andrij se soit perdu. Il n'a jamais été retrouvé et on suppose qu'il était mort près du sommet de la montagne. Ces 2 décès n'ont pas suffi à arrêter la nature pionnière de Piotrowski et, malheureusement, sa propre mort est survenue le 10 juillet 1986. 2 jours auparavant, Piotrowski et son partenaire d'escalade Jerzy Kukuczka
ont réalisé la première descente de la face sud du K2, également connue sous le nom de la voie polonaise. C'est une voie extrêmement difficile, comportant les dangers des avalanches et des séracs, qui sont des colonnes de glace glaciaire pouvant céder à tout moment. Reinhold Messner, un Italien qui a été le premier à réaliser une ascension en solo de l'Everest et le premier à gravir sans oxygène supplémentaire, a déclaré « Cette voie était suicidaire ». C'est lors de la descente de cette ascension que la tragédie a frappé Piotrowski. Après 2 arrêts épuisants sans nourriture ni eau, le duo a continué à descendre l'éperon à Abruzzi. Selon les rapports, Piotrowski a perdu ses crampons, un équipement essentiel pour traverser ces terres gelées. Aux alentours de 7900 mètres, il a soudainement perdu pied sur le terrain glacé et a fait une chute mortelle. Pour rendre cette histoire encore plus tragique, le 24 octobre 1989, son compagnon d'escalade ce jour-là, Kukuczka, a également perdu la vie en tentant de gravir la face sud et inexplorée du Lhotse au Népal. La corde d'occasion qu'il utilisait, achetée sur un marché de seconde main, a cédé lorsqu'il est tombé et il a fait une chute de 2000 mètres. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les 3 histoires suivantes relatent un tournant tragique ayant causé la mort de plusieurs personnes. Ensuite, nous avons Johan Pablo Moore, John Snorri, Sigurd Janssen et Mohamed Ali Sadpara. Tous étaient des alpinistes accomplis avec de nombreuses réalisations. En 2017, Johan Moore a été l'un des premiers Chiliens à atteindre le sommet de l'Annapurna, le 10e plus haut sommet de l'Himalaya, culminant à une altitude de 26 545 pieds. En 2019, Juan est entré au livre Guinness des records pour avoir gravi le Lhotse et l'Everest sans retour au camp de base. En moins d'une semaine, sans Sherpa ni oxygène supplémentaire, il a également frôlé la mort l'année même de sa disparition. Le 17 janvier 2021, Juan et son compagnon d'escalade Sergei Mingotti descendaient le K2 en hiver sans utiliser d'oxygène lorsque Sardi a fait une chute énorme. Il est décédé peu après l'arrivée de l'équipe médicale et d'autres alpinistes. Juan n'était pas le seul à avoir regardé la mort en face avant sa propre disparition. John Sigurd Janssen, islandais, fut le premier de son pays à gravir le K2C le Lhotse. Il a aussi gravi le Broad Peak au Pakistan, 12e plus haute montagne du monde, dépassant 8000 mètres, Teturia. En janvier 2021, un alpiniste russo-américain a disparu lors d'un entraînement sur le Rastor Peak. John a aidé aux opérations de recherche et de sauvetage, retardant ses projets d'ascension du K2 avec ses partenaires Juan et Ali Sadpara lors de l'expédition. Cela leur coûterait la vie. N'est-il pas étrange que John et Juan se soient retrouvés si près de la mort quelques jours seulement avant la leur? Ali Sadpara est le prochain alpiniste expérimenté qui faisait partie de cette équipe. En 2016, l'alpiniste pakistanais a marqué l'histoire en participant à la première ascension hivernale du Nanga Parbat. À la fin de sa carrière, Sadpara avait conquis 8 sommets de plus de 8000 mètres, un exploit impressionnant rendu encore plus remarquable par ses ascensions réussies de 4 de ces géants en une seule année civile. En février 2021, Sadpara et son fils Sajid, 21 ans, ont rejoint John Sigurd Janssen et Juan Pablo Moore pour tenter l'ascension hivernale du K2. Sajid avait déjà gravi le sommet en 2019, connaissant ainsi bien ce milieu hostile. Le soir du 4 février 2021, l'équipe a quitté le camp le plus élevé pour entamer la dernière ascension de leur vie sur cette montagne. Lorsque l'équipe est arrivée près du passage étroit du K2, Sajid a subi une défaillance de son équipement qui lui a probablement sauvé la vie. Son régulateur d'oxygène étant en panne, il a dû redescendre au camp. Juan, Sadpara et John ont continué sur leur chemin périlleux. Le soir du 5 février, l'équipe n'était pas revenue de son ascension comme elle aurait dû le faire et ils ont été signalés disparus. Il n'est pas clair exactement ce qui s'est passé, ni s'ils ont atteint le sommet, mais ce que l'on a pu comprendre, c'est qu'ils descendaient la montagne lorsqu'ils n'ont plus pu continuer. 2 hélicoptères de l'armée pakistanaise ont été mobilisés pour aider aux opérations de recherche et de sauvetage, mais ils n'ont eu aucune chance de trouver qui que ce soit, mort ou vivant. Ce n'est que 5 mois plus tard que leurs corps ont été découverts par une équipe de Sherpas de Madison Mountaineering qui installait des cordes au-dessus du camp. Selon l'équipe, Juan était descendu sous le goulet d'étranglement et attendait les autres, mais ils ne sont jamais venus. John, quant à lui, s'était retrouvé coincé dans sa propre corde de guidage, probablement sans s'en rendre compte. En luttant pour descendre la montagne, le corps de Sadpara a été retrouvé non loin de lui.
Il semble que ces alpinistes chevronnés aient tous succombé au froid glacial du K2, incapables de bouger, à cause d'une fatigue extrême. Le fils de Satpara, Sajid, a retrouvé les 3 corps et a offert à ces hommes courageux les funérailles qu'ils méritaient. Il existe de nombreux cas comme celui-ci, où une fatigue extrême submerge ceux qui, normalement, peuvent repousser les limites de leur corps. Dudley Wolfe était l'une de ces personnes et son épuisement a conduit à sa mort ainsi qu'à celle de 3 autres. Il était un mondain américain né vers 1890. Au moment de son décès, aucune des 14 montagnes de plus de 26 000 pieds n'avait été gravie. C'était donc une tentative pionnière d'atteindre l'objectif apparemment impossible d'arriver au sommet du K2. Lors d'une fête organisée par Wolfe, il a été approché par Fritz Weissner avec une proposition insensée. L'alpiniste germano-américain avait pour objectif d'atteindre le sommet du K2 et il cherchait des alpinistes fortunés qui pourraient aider à couvrir les frais d'un tel voyage. Wolfe a été immédiatement séduit par l'idée, malgré son manque d'expérience dans l'escalade de haute montagne. Le duo a donc formé une équipe et parti vers la montagne sauvage lors de l'expédition américaine du Karakoram de 1939 au K2. Une fois arrivé à la montagne, Wolfe a été consterné que Weissner n'ait pas apporté de radio bidirectionnelle, mais l'équipe a tout de même poursuivi l'ascension. Ils ont tous bien débuté, mais Wolfe a vite été critiqué par les autres alpinistes à cause de sa lenteur. Cependant, Weissner appréciait Wolfe pour son endurance et son absence de plainte. Wolfe faisait monter plus haut sur la montagne que n'importe lequel des autres alpinistes américains. Personne n'avait d'oxygène en bouteille, et arrivé au camp 8 à 25 300 pieds, Wolfe ne pouvait pas monter plus haut. Weissner et Pasang Dawalama, un homme considéré comme le plus grand alpiniste Sherpa du XXe siècle, décidèrent de continuer vers le sommet et de revenir chercher Wolfe. Wolfe attendit pendant 7 jours insensés dans un froid glacial que le duo revienne. Malheureusement, ils n'ont pas atteint le sommet. Weissner et Pasang ont rejoint Wolfe et sont descendus au camp 7, mais Wolfe ne pouvait plus continuer. Les 7 jours d'attente de son groupe l'avaient énormément affaibli. Ses compagnons sont descendus à chaque camp, cherchant du matériel ou quelqu'un pour aider au sauvetage, mais tout avait été enlevé. Finalement, ils sont arrivés au camp de base. Wolfe a attendu encore 7 jours dans des conditions terribles. Le fait qu'il ait survécu aussi longtemps est une preuve d'une endurance incroyable. Le 29 juillet, 3 Sherpas ont tenté un sauvetage. Ils ont retrouvé Wolfe, mais il délirait à cause de l'hypothermie. Il a refusé de descendre et exigé leur retour le lendemain. Quelques jours plus tard, les 3 Sherpas ont tenté un autre sauvetage. Cependant, ils ont été pris dans l'étreinte fatale du mont K2 lors de leur ascension et n'ont jamais été revus. À ce stade, Wolfe avait passé 38 jours au-dessus de 22 000 pieds et 16 jours sans oxygène. On estime qu'il est décédé le 30 juillet 1939. Ce n'est qu'en 2002 qu'une trace de Dudley Wolfe a été retrouvée. Sur le glacier Godwin-Austen, au pied du K2, des restes squelettiques ont été découverts, ainsi que des pièces d'équipement d'alpinisme d'époque, une moufle en cuir marquée Wolfe et une vieille assiette. Une plaque a été créée au mémorial Gilke-Voisin mentionnant 52 autres alpinistes. Parfois, les gens ne sont pas préparés au périlleux voyage vers le sommet du K2, mais parfois, il y a un enchaînement d'événements tragiques qui ne fait qu'empirer à mesure que tout se déroule. C'est ce qui s'est passé lors de la catastrophe du K2 en 2008 où 11 alpinistes ont perdu la vie et 3 autres ont été grièvement blessés. Cette série d'événements est restée comme la pire catastrophe du K2. Beaucoup de détails sur ce qui s'est mal passé ont disparu avec les alpinistes, mais l'histoire a été reconstituée au fil du temps. La période idéale pour gravir le K2 s'idait de juin à août. Cependant, en juillet 2008, des conditions météorologiques difficiles ont empêché tout groupe de tenter l'ascension de la montagne sauvage. À l'approche de la fin juillet, 10 équipes attendaient avec impatience que Mère Nature calme sa fureur. Le 1er août, le temps s'est amélioré et des équipes se sont réunies au camp 4 pour entamer l'ascension. Cela comprenait des groupes d'alpinistes venant de France, d'Irlande, de Corée du Sud, du Népal, de Norvège, du Pakistan et de Serbie, ainsi qu'un groupe de leurs Sherpas respectifs. Ils ont tous accepté de coopérer pour cette ascension difficile. Les complications ont débuté quand Shahin Baig, porteur d'altitude expérimenté, a souffert de graves symptômes du mal des montagnes. Il est revenu au camp, mais les porteurs et Sherpas étaient désorganisés, leur membre le plus compétent étant parti.
Des cordes cruciales semblaient avoir été oubliées et certaines avaient été placées trop bas sur la pente, si bien que les équipes se sont retrouvées à court de cordes. Juste au-dessus de la zone de la mort du K2 à l'étranglement, ce qui a causé des blocages imprévus. Puis le premier d'une longue série de décès est survenu. Pendant le dangereux passage de l'étranglement, l'alpiniste serbe Dren Mandić a tenté de dépasser la norvégienne Cécile Skog. Ce faisant, il s'est détaché de la corde fixe en ajustant son harnais à oxygène. Tragiquement, Mandić a perdu l'équilibre, provoquant une collision avec Skog. Alors que Skog est resté solidement attaché, Mandić a chuté de plus de 100 mètres dans l'impitoyable goulet. Certains membres de l'équipe sont descendus pour aider à la récupération de Mandić, mais un autre porteur d'altitude, Johan Beg, souffrait du mal des montagnes. Il est tombé en tentant de récupérer Mandić et n'a pas réussi l'auto-arrêt, entraînant une chute mortelle fatale. Quoi qu'il en soit, les autres équipes, au goulet d'étranglement, ont continué leur ascension vers le sommet. Beaucoup d'alpinistes avaient atteint le sommet et il était déjà 20h30, l'obscurité tombant sur le K2. Soudain, une immense formation de glace glaciaire s'est détachée au-dessus du goulet d'étranglement alors qu'elle dévalait la montagne. Le Siroc a sectionné les cordes de sécurité, emportant tragiquement l'alpiniste Rolf Bay. L'effondrement du Siroc et l'avalanche qui a suivi ont causé la mort de 4 autres personnes, posant de grands défis à ceux devant franchir le goulet d'étranglement. Parsemée de débris de glace, la zone de la mort au-dessus de 26 250 pieds a piégé les alpinistes alors que la nuit tombait. Privés de cordes ou d'équipements de protection pour remplacer les lignes sectionnées, de nombreux alpinistes ont dû tenter une descente en solo, ne comptant que sur leurs compétences et leur expérience. La panique a gagné les alpinistes coincés sur l'arête, certains risquant une descente nocturne dangereuse, tandis que d'autres ont choisi de construire des abris, reportant leur descente jusqu'à ce que la lumière du jour offre un chemin plus sûr. Pour beaucoup d'alpinistes, la descente allait s'avérer être une erreur fatale. On ignore ce qui s'est exactement passé dans l'obscurité de leur descente, mais il semble que d'autres alpinistes soient tombés mortellement. Les tentatives de sauvetage ont commencé aux premières heures du 2 août, mais à ce moment-là, la plupart des dégâts étaient déjà faits. De nombreux corps n'ont même pas été retrouvés pour une sépulture digne. Alors que l'ampleur de la tragédie se précisait, la nouvelle annonçait la perte de 11 vies. L'impact dévastateur de la puissance impitoyable de la nature restera à jamais gravé dans l'héritage tragique de la catastrophe du K2 en 2008. Merci d'avoir regardé, donnez votre avis en commentaire et à la prochaine vidéo.